Alors, comment se porte le son de ma voix? Très bien. Je suis proprement cadré, la lumière est là, toi tu me filmes, on va pouvoir y aller. Bonjour et bienvenue dans l'émission Calmet de Vouli et pas Calmet de Wally, comme j'ai pu le lire dans les commentaires. Donc, dans cette émission, je vais poursuivre la lecture de Fahrenheit 451, mais avant de poursuivre, un petit mot de Corporate YouTube. Je vous encourage à mettre un pouce bleu à cette vidéo, à la partager, à la commenter. Visiblement, commenter les vidéos sert beaucoup au référencement. Et je vous rappelle que moi et mon associé Laurent, nous créons une ferme en Ariège et qu'on a ouvert une petite page Tipeee. Et ça nous aiderait beaucoup si vous pouviez nous aider à financer cette ferme, même avec 1 euro, ça serait déjà une belle contribution. Voilà, je vous remercie, on va passer à la lecture. Donc on en était à la page 167, c'est-à-dire la troisième partie de Fahrenheit 451, l'éclat de la flamme. Des lumières s'allumaient et des portes s'ouvraient tout le long de la rue en vue de la fête qui se préparait. Montag et Betty contemplaient, l'un avec une féroce satisfaction, l'autre d'un air incrédule, la maison qui s'est dressée devant eux. Cette piste centrale où l'on allait jongler avec des torches et cracher du feu. Eh bien, dit Betty, tu as gagné. Notre bon vieux Montag a voulu voler près du soleil et maintenant qu'il s'est brûlé les ailes, il se demande comment c'est arrivé. Ne me serais-je pas bien fait comprendre quand j'ai envoyé le limier rôder autour de chez toi? Le visage de Montag était complètement engourdi, vide d'expression. Il sentit sa tête se tourner comme une sculpture de pierre vers la maison voisine plongée dans l'obscurité au milieu de ses éclatantes parterres de fleurs. Betty grogna. Mais ce n'est pas vrai, tu ne t'es quand même pas laissé avoir par le numéro de cette petite idiote. Les fleurs, les papillons, les feuilles, le coucher de soleil, bon sang. Tout ça est dans son dossier, le diable m'emporte. J'ai mis dans le mille, tu devrais voir ta tête. Quelques brins d'herbe et les quartiers de la lune. Quelle blague, à quoi tout ça lui a servi? Assis sur le pare-choc glacé du dragon, Montag remuait légèrement la tête de gauche à droite, de droite à gauche, gauche, droite, gauche, droite. Elle voyait tout, elle ne faisait de mal à personne, elle laissait les gens tranquilles. Tranquille, je t'en fiche. Elle était toujours là à te causer, non? Une de ces satanées bonnes âmes avec leur silence outragé sous-entendant que tu ne leur arrives pas à la cheville. Leur art consumé de te donner mauvaise conscience. Bon Dieu, elle se lève comme le soleil de minuit pour te faire transpirer dans ton lit. La porte d'entrée s'ouvrit. Mildred dévala les marches, chargée d'une valise qu'elle tenait avec une rigidité somnambulique, tandis qu'un taxi coccinelle s'arrêtait dans un sifflement le long du trottoir. Mildred! Elle passa à toute allure devant lui, raide comme un piquet, le visage enfariné, la bouche gommée par l'absence de rouge à lèvres. Mildred, ce n'est quand même pas toi qui as donné l'alarme. Elle fourra sa valise dans la coccinelle, grimpa dedans et s'assit en marmonnant. Pauvre famille, tout est fini à présent. Betty agrippa l'épaule de Montag au moment où le taxi démarrait en trombe, et à plus de 100 à l'heure disparaissant au bout de la rue. Il y eut un fracas pareil à un éclatement d'un rêve composé de vitres, de miroirs et de prismes de cristal distordus. Montag pivota comme sous l'effet d'un nouvel orage incompréhensible et vit Stoneman et Black qui brandissaient des haches, faisant voler les carreaux en éclats pour créer des courants d'air. Frôlement d'un sphinx tête de mort sur un écran noir et glacé. Montag, ici Faber, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe? Voilà que c'est à mon tour d'y passer. Quelle horreur, dit Betty. Car bien entendu, chacun croit dur comme fer que rien ne peut lui arriver. Les autres meurent, mais pas moi. Conséquences et responsabilités n'existent pas, sauf qu'elles sont là. Mais n'en parlons pas, hein. Le temps qu'elles vous rattrapent, il est trop tard, n'est-ce pas, Montag? Montag, pouvez-vous vous échapper et vous enfuir? S'enquit Faber. Il se mit en marche, mais sans avoir le sentiment que ses pieds touchaient le ciment puis le gazon nocturne. Betty alluma son igniteur, et la petite flamme orange attira le regard fasciné de Montag. Qu'est-ce que le feu a de si beau? Qu'est-ce qui nous attire en lui, quel que soit notre âge? Betty souffla sur la flamme et la ralluma. C'est le mouvement perpétuel, ce que l'homme a toujours voulu inventer sans y parvenir, ou quelque chose d'approchant. Si on laisse le feu brûler, c'est pour la vie. Qu'est-ce que le feu? Un mystère. Les savants ne servent un charabia où il est question de friction et de molécules, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'il en est.
Sa vraie beauté réside dans le fait qu'il détruit la responsabilité et les conséquences. Un problème devient trop encombrant? Hop, dans la chaudière. Tu es devenu trop encombrant, Montague. Et le feu va soulager mes épaules de ton poids vite fait, bien fait. Pas de pourrissement à craindre, c'est ça le feu. Antiseptique, esthétique, pratique. Montague regarda à présent à l'intérieur de cette drôle de maison que rendait encore plus étrange l'heure de la nuit, les murmures des voisins, le verre éparpillé. Et là, sur le sol, leurs couvertures déchirées et disséminées comme des plumes de cygne. Ces livres incroyables qui avaient l'air si ridicules et si futiles, n'étant rien de plus que des caractères d'imprimerie, du papier jauni et des reliures disloquées. Mildred, bien sûr. Elle avait dû le regarder cacher les livres dans le jardin et les avait rapportés. Mildred, Mildred. Je veux que tu fasses le boulot tout seul, Montague. Pas avec du pétrole et une allumette, mais morceau par morceau au lance-flamme. C'est ta maison, à toi de faire le ménage. Montague, vous ne pouvez pas vous enfuir, vous échapper? Non, s'écria Montague au désespoir. Le limier, il y a le limier. Faber entendit, ainsi que Betty qui crut que ces dernières paroles lui étaient destinées. Oui, le limier est dans le coin, alors pas de bêtises. Prêt? Prêt. Montague libéra le cran de sûreté de son lance-flamme. Feu. Une énorme goutte de lave en fusion déferla sur les livres, les projeta contre le mur. Il pénétra dans la chambre, cracha 2 giclées de feu et les lits jumeaux s'embrasèrent dans un monstrueux grésillement, avec plus de chaleur, de passion et d'éclat qu'il ne leur en aurait supposé. Il brûla les murs et la coiffeuse parce qu'il voulait tout changer. Les sièges, les tables et dans la salle à manger, l'argenterie et la vaisselle en plastique. Tout ce qui montrait qu'il avait vécu dans cette maison vide en compagnie d'une étrangère, qu'il oublierait demain. Qui était parti, il avait déjà pratiquement oublié. Ces coquillages radio déversant leur éternelle bouillie dans ses oreilles tandis qu'elle roulait dans la ville, isolée du monde. Et comme avant, c'était bon de répandre l'incendie. Il avait l'impression de s'épancher dans le feu, d'empoigner, de déchirer, de faire éclater sous la flamme et d'évacuer l'absurde problème. S'il n'y avait pas de solution, eh bien, il n'y avait plus de problème non plus. Le feu était la panacée. Les livres, Montague. Et les livres de sautiller et de danser comme des oiseaux rôtis. Des plumes rouges et jaunes embrasaient leurs ailes. Puis il arriva au salon, où les grands monstres stupides dormaient en compagnie de leurs pensées blanches et de leurs rêves neigeux. Il arrosa chacun des 3 murs aveugles, et le vide se rua vers lui dans un sifflement. L'inanité émit un bruit encore plus insignifiant, un hurlement insensé. Il s'efforça de songer au vide sur lequel se produisait le néant, mais il n'y parvint pas. Il retint sa respiration pour empêcher le vide de pénétrer ses poumons. Il s'arracha à sa terrible inanité, recula, et gratifia toute la pièce d'une énorme fleur jaune incendiaire. Le revêtement de plastique inifugé se fendit et la maison se mit à frémir sous l'effet des flammes. Quand tu en auras fini, dit Betty derrière lui, considère-toi en état d'arrestation. La maison s'effondra en une masse de braises rougeoyantes et de cendres noires. Elle reposait désormais sur un lit de scories assoupi où le rose le disputait au gris, balayé par un panache de fumée qui s'élevait dans le ciel pour y flotter en un lent mouvement de va-et-vient. Il était 3h30 du matin, les curieux rentrèrent chez eux. Le chapiteau du cirque s'était affaissé en un monceau de débris charbonneux. Le spectacle était terminé. Montague était comme statufié. Le lance-flamme dans ses mains inertes, de larges auréoles de sueur sous les aisselles, le visage maculé de suie. Les autres pompiers attendaient derrière lui dans l'obscurité, les traits légèrement éclairés par des décombres fumants. Montague s'y reprit 2 fois avant de parvenir à formuler sa pensée. « C'est ma femme qui a donné l'alarme ?» Betty acquiesça. Ses amis nous avaient déjà prévenus, mais j'avais laissé courir. De toute façon, ton compte était bon. Quelle stupidité d'aller comme ça citer de la poésie à tout vent. Quel snobisme imbécile. Donner quelques vers en pâture à quelqu'un, et le voilà qui se prend pour le roi de la création. Tu te crois capable de marcher sur l'eau avec tes bouquins? Eh bien, le monde peut très bien s'en passer. Vois où ils t'ont mené, dans la merde jusqu'au cou. Que je la remue du petit doigt et tu te noies. Montague était incapable de bouger. Un terrible tremblement de terre s'était joint au feu pour raser la maison. Mildred était quelque part sous les ruines, ainsi que toute son existence, et était incapable de bouger. Il continua de sentir en lui les secousses, éboulements et vibrations du séisme, et il restait là, les genoux fléchis sous l'énorme poids de la fatigue, de l'ahurissement et de l'humiliation, laissant Betty l'accapler sans même lever la main. Montague, espèce d'idiot, Montague, pauvre imbécile que tu es, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça?
Montag n'entendait pas. Il était très loin, dans un rêve de fuite, parti abandonnant derrière lui ce cadavre couvert de suie qui tanguait devant un autre fou furieux. Montag, fichez le camp, dit Faber. Montag tendit l'oreille. Betty lui asséna un coup sur le crâne qui le fit trébucher en arrière. La balle verte dans laquelle la voix de Faber murmurait ses adjurations tomba sur le trottoir. Betty s'en empara, un grand sourire aux lèvres, il approcha de son oreille. Montag entendit la voix lointaine qui l'interpellait. Montag, ça va? Betty coupa le contact et fourra la balle verte dans sa poche. Eh bien, ça va plus loin que je ne pensais. Je t'ai vu pencher la tête, l'air d'écouter quelque chose. D'abord, j'ai cru que c'était un coquillage, mais quand tu t'es mis à jouer les petits malins un peu plus tard, je me suis interrogé. On va remonter à la source et coincer ton petit copain. Non, fit Montag. Il libéra le cran de sûreté de son lance-flamme. Le regard de Betty se fixa aussitôt sur les doigts de Montag et ses yeux se dilatèrent légèrement. Montag y eut de la surprise et baissa lui-même les yeux sur ses mains pour voir ce qu'elles avaient encore fait. En y repensant plus tard, il ne parvint jamais à décider si c'était ses mains ou la réaction de Betty à leur mouvement qui lui avait donné un coup de pouce final sur la voie du meurtre. Le dernier roulement de tonnerre de l'avalanche qui avait grondé à ses oreilles sans le toucher. Betty abhorra son sourire le plus charmeur. Ma foi, voilà un bon moyen de s'assurer un public. Mettre un homme en joue et le forcer à vous écouter. Fais non ton petit laïus. Qu'est-ce que ce sera cette fois? Pourquoi ne pas me sortir du Shakespeare? Pauvre snobinard d'opérette. Je ne crains pas tes menaces, Cassius, car ma probité me fait une telle armure qu'elle passe sur moi comme un vent futile auquel je ne m'arrête point. Qu'en dis-tu? Allez, vas-y. Littérateur d'occasion, presse la détente. Il fit un pas vers Montag, qui déclara simplement. Nous n'avons jamais brûlé ce qu'il fallait. Donne-moi ça, Guy, dit Betty sans se départir de son sourire. Puis il ne fut plus qu'une torche hurlante, un pantin désarticulé, gesticulant et bafouillant, sans plus rien d'humain ni reconnaissable, une masse de flammes qui se tordait sur la pelouse, tandis que Montag continuait à l'arroser du feu liquide. Il y eut un sifflement pareil à celui d'un jet de salive lancé sur un poêle chauffé au rouge, un grouillement de bulles, comme si l'on venait de saupoudrer de sel un monstrueux escargot noir pour lui faire dégorger l'horreur d'une écume jaunâtre. Montag ferma les yeux, se mit à hurler et se débattit pour plaquer ses mains sur ses oreilles. Betty se contorsionnait interminablement. Enfin, il se recroquevilla comme une poupée de cire carbonisée, s'immobilisa et le silence se fit. Les deux autres pompiers étaient statufiés. Montag réprima sa nausée le temps de braquer son lance-flamme sur eux. « Retournez-vous » Ils obtempérèrent, le visage livide, ruisselant de sueur. Il leur asséna un grand coup sur la tête, faisant sauter leur casque, et ils s'écroulèrent assommés. Chuchotis d'une fleur d'automne poussée par le vent. Il pivota, le limier était là. Ayant déjà atteint le milieu de la pelouse, surgi de l'ombre, il se déplaçait avec une telle légèreté qu'on aurait dit un nuage solidifié de fumée noirâtre, en train de flotter silencieusement vers lui. Le monstre fit un dernier bond, s'élevant à plus d'1 mètre au-dessus de la tête de Montag avant de retomber sur lui. Ses pattes d'araignée tendues pour le saisir, l'aiguille de procaïne pointant furieusement son unique dent. Montag le piégea dans une fleur de feu, une merveilleuse éclosion de pétales jaunes, bleus et oranges qui enveloppa le chien de métal. Le dota d'une nouvelle parure tandis qu'il s'abattait sur lui, l'expédiant à 3 mètres, lui et son lance-flamme contre un tronc d'arbre. Il sentit la chose jouer des griffes, lui saisir la jambe et y planter un instant son aiguille, avant que le feu ne le projette en l'air, désarticule son ossature métallique et fasse exploser ses entrailles, avec un ultime rougeoiement, comme une fusée à baguette plantée dans la rue. Allongé par terre, Montag regarda la créature à demi morte battre l'air et mourir. Même en l'état, elle avait l'air de vouloir revenir à la charge, pour achever l'injection dont il commençait à sentir les effets dans sa jambe. Il éprouvait un mélange de soulagement et d'horreur, de qui s'égarait d'un chauffard juste à temps, pour n'avoir que le genou heurté par le pare-choc. Craignant de ne pouvoir se tenir debout avec une jambe anesthésiée, un engourdissement dans un engourdissement creusé au sein d'un engourdissement. Et maintenant? La rue vide, la maison brûlée comme un vieux morceau de décor, les autres maisons plongées dans l'obscurité, le limier ici, Betty là-bas, les 2 autres pompiers ailleurs, et la salamandre. Il contempla l'énorme machine. Elle aussi allait devoir disparaître. Bon, se dit-il, voyons un peu dans quel état tu es. Allez debout. Doucement, doucement, là. Il se releva, mais il n'avait plus qu'une jambe. L'autre était comme une bûche calcinée qu'il était condamné à traîner en expiation de quelque obscur péché. Quand il fit porter son poids dessus,
Un flot d'aiguilles en argent lui remonta du mollet pour exploser dans son genou. Il en eut les larmes aux yeux. « Allez, avance, tu ne peux pas rester ici. » Quelques lumières se rallumaient dans la rue, conséquence de ce qui venait de se produire ou résultat du silence anormal qui avait suivi la bataille. Montag n'en savait rien. Il contourna les ruines en boitillant, empoigna sa jambe paralysée quand elle restait à la traîne, lui parlant, la suppliant, la guidant à grands coups de gueule, la maudissant, l'adjurant de ne pas lui refuser une aide bien devenue vitale. Il atteignit l'arrière-cour et la ruelle. « Betty, pensa-t-il, tu n'es plus un problème. Tu disais toujours, n'affronte pas les problèmes, brûle-les. Eh bien, j'en ai fait les deux. Adieu, capitaine. » Et clopin-clopant, il suivit la ruelle dans le noir. Une décharge de chevrotine lui déchirait la jambe chaque fois qu'il s'appuyait dessus. Et il se disait « Idiot, pauvre idiot, triple idiot, crétin, triple crétin, pauvre crétin, idiot, pauvre idiot. Regarde ce gâchis, des pattes serpillères, regarde ce gâchis, qu'est-ce que tu vas faire ? Maudit soit ta fierté et ton fichu caractère. Tu as tout fait rater, et dès le début tu vomis sur tout le monde, et sur toi. Mais tout ça à la fois, une chose après l'autre. Betty, les femmes, Mildred, Clarisse, tout ça. N'empêche que tu n'as aucune excuse, aucune excuse. Pauvre idiot, idiot, va donc te livrer. Non, on sauvera ce qu'on pourra. On fera ce qu'il reste à faire. Si on est condamné à brûler, entraînons-en d'autres dans le feu. Là. Il se souvint des livres et revint sur ses pas, à tout hasard. Il en retrouva quelques-uns, là où il les avait laissés, près de la clôture du jardin. Mildred, Dieu merci, en avait oublié. 4 livres étaient encore là où il les avait cachés. Des voix s'élevaient dans la nuit, et des faisceaux lumineux dansaient ici et là. D'autres salamandres rugissaient au loin, dont les sirènes croisaient celles de la police. Montag prit les 4 livres qui restaient, et sautillant, claudiquant, sautillant, regagna l'allée, pour s'écrouler brutalement comme si on lui avait séparé la tête du corps. Quelque chose en lui avait stoppé net et terrassé. Il resta là, où il était tombé, et se mit à sangloter, les jambes repliées, le visage pressé contre le gravier, aveugle à tout. Betty voulait mourir. Au milieu de ses larmes, Montag en eut la certitude. Betty avait voulu mourir. Il était resté là sans vraiment chercher à sauver sa peau, juste resté là, à plaisanter, à l'asticoter, songea Montag. Et cette pensée suffit à étouffer ses sanglots quant à lui donner le temps de reprendre son souffle. Quelque chose étrange, de désirer mourir au point de laisser un homme se promener armé, et au lieu de se taire et de rester en vie, de lui gueuler après, et de se moquer de lui jusqu'à faire sortir ses gonds et... Des pas précipités au loin. Montag s'assit. Filons d'ici. Allez, debout, debout, tu ne peux pas rester là. Mais il continuait de pleurer, il fallait que ça cesse. Oui, voilà que ça se calmait. Il n'avait voulu tuer personne, pas même Betty. Sa chair l'étreignit, se contracta comme si on l'avait plongé dans l'acide. Il en eut un au cœur, il revit Betty transformée en torche, immobile en train de s'étendre peu à peu sur la pelouse. Il se mordit les phalanges. Je regrette, Dieu que je regrette. Il s'efforça de reconstituer le puzzle, de revenir au cours normal de la vie quelques malheureux jours plus tôt, avant le tamis et le sable, le dentifrice d'Enham, les voix papillons, les lucioles, les alarmes et les expéditions. Trop de choses pour quelques malheureux jours, trop de choses en vérité pour une vie entière. Des pas précipités à l'autre bout de la ruelle. « Debout !» s'exhorta-t-il. « Debout, nom d'un chien !» dit-il à sa jambe, et il se releva. Aïe ! On lui enfonçait des clous dans la rotule, puis ce ne furent que des aiguilles à repriser, puis de simples épingles de sécurité. Et au bout d'une 50aine de petits sauts, alors que les échardes de la palissade s'accumulaient dans sa main, le picotement se réduisit à ce qu'aurait pu provoquer un brumisateur d'eau bouillante. Et sa jambe redevint enfin sienne. Il avait craint de se rompre la cheville en courant. Maintenant, aspirant la nuit à plein poumon pour la recracher toute pâle, le lourd dépôt de sa noirceur au fond de lui, voilà qu'il adoptait un petit trot régulier, les livres entre ses mains. Il pensa à Faber. Faber était resté dans ce tas de goudron fumant qui n'avait plus nom ni identité. Il avait aussi brûlé Faber. Il en éprouva un tel choc qu'il crut un instant que le vieillard était réellement mort, rôti comme un cancrelat dans cette petite capsule verte perdue dans la poche d'un homme qui n'était plus qu'un squelette cordé de tendons de bitume. « Retiens ça, songeait-il, brûle-les, ou ce sont eux qui te brûleront. À présent, ce n'est pas plus compliqué que ça. » Il fouilla dans ses poches. Non seulement l'argent était toujours là, mais il retrouva aussi le coquillage d'usage, où la cité se parlait elle-même dans le froid noir du matin. « Communiqué de police. Criminel en fuite.
recherché pour meurtre et crime contre l'État. Nom, Guy Montag. Profession, pompier. Vu pour la dernière fois. Maintenant son allure, il suivit la ruelle sur 6 pâtés de maison avant de déboucher sur un boulevard à 10 voies complètement désert. Sous la lumière crue des hautes lampes à arc, on aurait dit un fleuve gelé désormais interdit aux bateaux. On risquait de se noyer à essayer de le traverser, se dit-il. Il était trop large, trop dégagé. C'était une immense scène sans décor qui l'invitait à s'y élancer. Facile à voir dans l'éclat des lampadaires, facile à capturer, facile à abattre. Le coquillage bourdonna dans son oreille. Recherchez un homme en fuite. Recherchez l'homme en fuite. Recherchez un homme seul, à pied, recherchez. Montag se rabattit dans l'ombre. Une station-service se dressait un peu plus loin, gros morceau de porcelaine neigeuse étincelante, où 2 coccinelles argentées venaient de s'arrêter pour faire le plein. Pour l'instant, il lui fallait être propre et présentable s'il voulait marcher et non courir, traverser d'un pas décontracté ce vaste boulevard. Il bénéficierait d'une marge de sécurité supplémentaire s'il pouvait se nettoyer et se donner un coup de peigne avant de poursuivre son chemin. Mais pour aller où? Où y songea-t-il? Où je vais là? Nulle part. Il n'y avait aucun endroit où se réfugier, aucun ami vers qui se tourner, sauf Faber. Du coup, il s'aperçut qu'il se dirigeait effectivement vers la maison de Faber, d'instinct. Mais Faber ne pouvait pas le cacher, ce serait du suicide de seulement s'y risquer. Il savait pourtant qu'il irait le voir, ne serait-ce que pour quelques minutes. Il n'y avait que chez Faber qu'il pourrait raffermir sa foi, de plus en plus chancelante en sa capacité de survie. Il avait seulement besoin de savoir qu'il existait des hommes comme Faber en ce monde. Il voulait le voir vivant et non brûlé, là-bas comme un corps enchâssé dans un autre corps. Et bien entendu, il fallait lui laisser une fraction de l'argent pour qu'il en fasse l'usage une fois que Montag serait parti. Peut-être pourrait-il se perdre dans la nature et vivre au milieu ou à proximité d'une rivière, aux environs d'une autoroute, dans les champs et les collines. Un immense murmure tournoyant lui fit lever la tête. Les hélicoptères de la police s'élevaient au loin, minuscules, à croire que quelqu'un venait de souffler sur les aigrettes grises d'une fleur de pissenlit desséchée. 2 douzaines d'entre eux s'affairèrent, flottant indécis, à 4 ou 5 kilomètres de distance, tels des papillons surpris par l'automne, puis, décrochant brusquement, ils atterrirent un à un, ici là, un par un, ici, là, brassant doucement l'air avant de redevenir des coccinelles et de s'élancer hurlant le long des boulevards, ou tout aussi soudainement de redécoller pour poursuivre leurs recherches. Les employés de la station-service s'occupaient de leurs clients. S'approchant par derrière, Montag pénétra dans les toilettes pour hommes. À travers la cloison d'aluminium, il entendit une radio annoncer « La guerre vient d'être déclarée !» Dehors, l'essence coulait dans les réservoirs. Les occupants des coccinelles et les pompistes discutaient moteur, carburant, somme à régler. Montag s'efforça de se sentir bouleversé par l'impavide communiqué de la radio. Mais rien ne se produisit. La guerre allait devoir attendre 1 heure ou 2 avant de trouver place dans son dossier personnel. Il se lava les mains et la figure et se sécha avec une serviette en faisant le minimum de bruit. Puis il sortit des toilettes, referma précautionneusement la porte et s'enfonça dans l'obscurité pour se retrouver enfin au bord du boulevard désert. Il s'étendait devant lui, pour une partie qu'il devait remporter. Vaste piste de bowling dans la froideur du matin. Aussi propre que la surface d'une arène 2 minutes avant l'apparition d'aller savoir quelle victime sans nom et quels bourreaux anonymes. La chaleur du corps de Montag suffisait à faire trembler l'air au-dessus du vaste fleuve de béton. Il lui paraissait incroyable que sa température puisse ainsi faire vibrer la totalité du monde environnant. Il constituait une cible phosphorescente. Il le savait, il le sentait. Et voilà qu'il lui fallait se lancer dans son petit parcours. Quelques phares brillèrent à 3 rues de distance. Montag respira à fond. Ses poumons lui faisaient l'effet d'un buisson ardent dans sa poitrine. Sa course lui avait desséché la bouche. Un goût de fer ensanglanté stagnait dans sa gorge et de l'acier rouillé lui lestait les pieds. Que penser de ces lumières là-bas? Une fois en marche, il allait falloir estimer en combien de temps ces coccinelles seraient ici. Voyons, à quelle distance se trouvait le trottoir? En gros, à une centaine de mètres. Probablement moins. Mais tablez quand même sur ce chiffre, sur la lenteur de son allure, celle d'un simple promeneur. Dans ce cas, il lui faudrait bien 30 ou 40 secondes pour faire le trajet. Les coccinelles, une fois lancées, elles pouvaient laisser 3 pâtés de maison derrière elles en une quinzaine de secondes. Donc même s'il se mettait à courir à mi-parcours, il avança le pied droit, puis le gauche, puis le droit, s'engagea sur l'avenue déserte. Même si la chaussée était entièrement déserte, on ne pouvait bien entendu être assuré de traverser sans encombre. Une voiture pouvait surgir au sommet de la côte à 4 rues d'ici et être sur vous
et au-delà avant que vous ayez eu le temps de respirer. Montag décida de ne pas compter ses pas. Ne regardant ni à droite ni à gauche, la lumière des lampadaires paraissait aussi crue et aussi indiscrète que celle du soleil au zénith, et tout aussi brûlante. Il écouta le bruit de la voiture qui prenait de la vitesse à 2 rues de distance sur sa droite. Ses phares mobiles sursautèrent et épinglèrent Montag. Ne t'arrête pas. Il eut un instant d'hésitation, assura sa prise sur les livres et se força à avancer. Instinctivement, il courut sur quelques mètres, puis se parla à voix haute et reprit son allure nonchalante. Il était maintenant au milieu de la chaussée, mais le vrombissement de la coccinelle se fit plus aigu à mesure qu'elle accélérait. La police, bien sûr. Elle me voit. Tu calmes, vas-y doucement. Ne te presse pas, ne te retourne pas, ne regarde pas. Prends un air dégagé. Marche, c'est ça, marche, marche. La coccinelle fonçait, la coccinelle rugissait. La coccinelle prenait de la vitesse, la coccinelle hurlait. La coccinelle arrivait dans un bruit de tonnerre, au ras du sol, suivant une trajectoire sifflante, telle une balle tirée d'un fusil invisible. Elle filait à 200 à l'heure, 210 à tout le moins. Montag serra les dents, la chaleur des phares en mouvement lui brûlait les joues, faisant frémir ses paumières et sourdre une sueur âcre de tout son corps. Stupidement, il se mit à traîner les pieds et à se parler. Puis il se rua en avant, à grandes enjambées, allongeant sa foulée au maximum. Bon Dieu, bon Dieu. Il laissa tomber un livre, s'arrêta, faillit se retourner, se ravisa, reprit sa course, hurla au milieu du désert de béton, tandis que la coccinelle se précipitait sur sa proie galopante. N'était plus qu'à 60 mètres, 30 mètres, 27, 25, 20. Et Montag de halter, de battre l'air des bras, de tricoter des jambes, se rapprochait encore et encore, klaxonnait, appelait, et voilà que Montag avait les yeux chauffés à blanc au moment où sa tête se tournait vers l'éclat meurtrier des phares. Voilà que la coccinelle disparaissait dans sa propre lumière. Voilà qu'elle n'était plus qu'une torche lancée sur lui. Un bruit énorme, une déflagration, là, était pratiquement sur lui. Il trébucha et tomba. C'en est fait de moi, je suis fichu. Mais sa chute changea tout. À l'instant où elle allait l'atteindre, la coccinelle enragée fit une embardée. Elle était déjà loin. Montag gisait à plat ventre, face contre terre. Des miettes de rire flottèrent jusqu'à lui avec les vapeurs bleutées de l'échappement. Son bras droit était allongé devant lui, la main posée à plat sur le sol. Au moment où il la souleva, il s'aperçut que l'extrémité de son médius portait une infime trace de noir, là où le pneu l'avait touché. Contemplant la petite marque d'un œil incrédule, il se releva. Ce n'était pas la police, se dit-il. Il regarda au bout du boulevard, c'était clair à présent. Une bande de gamins d'aller savoir quel âge, 12 à 16 ans si ça se trouvait, envirés dans un concert de sifflements, de braillements, d'acclamations. Ils avaient vu, spectacle absolument inouï, un homme à pied, une rareté. Et c'était dit comme ça. On se le fait. Ignorant qu'il s'agissait de Guy Montag le fugitif, en simples gamins qu'ils étaient, partis pour une longue équipée nocturne, 5 ou 6 kilomètres de folie motorisée sous la lune, leurs visages glacés par le vent, retour ou pas, retour à la maison à l'aube, vivant ou non, c'était tout le sel de l'aventure. Il m'aurait tué, pensa Montag, en se touchant la joue meurtrie, chancelant dans les remous de l'air déplacé et la poussière soulevée, sans la moindre raison. Il m'aurait tué. Il reprit sa marche vers le trottoir opposé, ordonnant à ses pieds de continuer à avancer. Il s'était débrouillé pour ramasser les livres éparpillés, mais ne se souvenait pas de s'être baissé ou de les avoir touchés. Il ne cessait de les faire passer d'une main à l'autre comme des cartes de poker dont on n'aurait pas quoi su faire. Je me demande si ce sont eux qui ont tué Clarisse. Il s'arrêta et son esprit répéta, haut et fort. Je me demande si ce sont eux qui ont tué Clarisse. Il eut envie de leur courir après en hurlant. Ses yeux s'embuèrent. Oui, c'était sa chute qui lui avait sauvé la vie. Le conducteur, voyant Montag à terre, avait instinctivement compris qu'il passait sur un corps à cette vitesse. Que s'il passait sur un corps à cette vitesse, la voiture risquait de capoter et d'éjecter ses occupants. Si Montag était resté une cible verticale, il en eut le souffle coupé. Au loin, sur le boulevard, à 4 rues de distance, la coccinelle avait ralenti. Viré sur 2 roues, il revenait maintenant à toute allure, mordant sur le mauvais côté de la chaussée. Mais Montag était désormais à l'abri dans la ruelle obscure vers laquelle il avait entrepris son long voyage d'une heure. Mais ce n'était pas une minute, plutôt. Frissonnant dans la nuit, il regarda la coccinelle passer en trombe et déraper au centre de la chaussée, le tout dans une envolée de rire, avant de disparaître. Plus loin, tandis qu'il avançait dans la nuit, il aperçut les hélicoptères qui tombaient du ciel, comme les premiers flocons de neige du long hiver à venir. Alors je m'arrête à la page 188. Bon, waouh.
Euh, C'était sombre. C'était un passage assez sombre quand même. Encore une fois, très intéressant, hein. C'est dingue, hein. Tout dans ce livre, il n'y a pas de enfin, il n'y a pas de mauvais chapitre. C'est vraiment chaque passage est essentiel et apporte quelque chose. C'est très impressionnant. Donc, Montag vient de d'assassiner Betty. Euh, Betty l'a poussé à bout dans une tentative suicidaire. En fait, on ne sait pas si Betty a tout fait pour le briser vraiment euh, psychologiquement et le ramener dans le droit chemin de cette société débile, de cette société folle et macabre, ou bien si c'était vraiment, comme le pense Montag, une tentative de suicide détournée. Donc, ce qui ferait quand même de Betty un personnage assez tragique au final, parce que c'est un antagoniste, c'est un ennemi du héros, et pourtant on se rend compte donc qui le combat, qui tente de le faire revenir dans la société, quoi. Mais on se rend compte qu'en fait, il est extrêmement malheureux lui aussi et qu'il aurait pu tenter de se tuer. Donc, ce qui donne toute une nouvelle dimension à ce personnage, quoi. C'est pas juste un méchant, c'est un personnage tragique. Ce qui est vraiment, vraiment, je m'en étais pas rendu compte, je pense, dans la première lecture. Ensuite, on assiste à la fuite de Montag, de Guy. Très bizarre d'appeler quelqu'un Guy en français. De Guy Montag à travers les rues. Il est complètement. Et voilà, belle métaphore. Il est physiquement anesthésié par le limier, donc qui est une espèce de drone. Encore une fois, hein, toujours l'esprit visionnaire de Ray Bradbury d'imaginer à l'avance des drones, quoi, comme on en a aujourd'hui. Pas des drones en forme de chien, mais nous, des drones qui assassinent les gens dans des pays moyen-orientaux. Et donc là, un drone qui assure la sécurité publique en assassinant des gens. Et donc il est à la fois anesthésié moralement par l'assassinat de Betty et anesthésié physiquement par le dard du limier. Vous voyez ce beau parallèle entre les deux situations. Et ce qui le fait sortir de son anesthésie, c'est une tentative de meurtre par ces jeunes fous complètement dingues qui tentent de l'écraser. Et il se demande si ce sont eux qui ont tué Clarisse. Et, euh, et encore une fois, une nouvelle marque de la folie de ce monde dystopique dans lequel il vit, que sont ces jeunes qui sont à moitié dans une situation suicidaire et qui, eux aussi, comme Betty, et qui tentent de tuer ou d'être tués en voiture. Voilà. Bon, c'était encore un passage intense. Voilà, je pense que c'est l'avant-dernier, le pénultième épisode avant la fin. La prochaine sera la dernière. Si ça vous a plu, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu, ça serait gentil, de laisser un commentaire. Dites-moi quel livre vous voudriez que je vous lise pour la prochaine série. Moi, je serais assez favorable à Bellamy, mais comme je sais que vous êtes beaucoup de collégiens ou de lycéens, si vous avez un livre au programme qui vous intéresse, que je vous lise, faites-moi des propositions et je verrai ce qu'on fait. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, à la prochaine.